Je vais vous proposer de démarrer la séquence. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous allons passer une heure ensemble, une heure pour échanger, une heure pour vous présenter les premiers résultats de la consultation qui a été organisée par l'AGEFIP en association avec l'IFOP autour d'une consultation sur le vécu des personnes en situation de handicap pendant cette crise du coronavirus et leurs projections dans l'avenir. Je tenais à vous remercier tout particulièrement. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre proposition de participation à ce webinaire. Merci évidemment, nous l'avons vu dans la partie conversation qui est très active ce matin, où nous avons la participation de nombreux acteurs de l'écosystème, de l'emploi, de la formation, du handicap, mais aussi des élus ou leurs représentants qui sont présents, également des membres de la presse et des médias et qui sauront, je pense, nous interroger, nous questionner, mais aussi relier les enseignements de cette belle étude. Vous dire que je suis donc Véronique Bustrel, je suis directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à l'AGEFIP et j'ai dans mon périmètre un certain nombre de sujets, notamment portant sur la documentation et l'information qui peut être proposée pour mieux connaître finalement les situations de handicap, mais aussi pour pouvoir réfléchir et travailler la transformation des informations et des apports finalement de l'écosystème pour construire demain une société plus inclusive à laquelle l'AGEFIP apporte toute sa contribution. Nous comptons également, et je tenais à les en remercier, un certain nombre de partenaires sociaux qui sont présents également dans l'Assemblée et en particulier certains administrateurs de l'AGEFIP qui sont également présents à cette séquence. Vous dire également que cette enquête a été organisée par l'AGEFIP et l'IFOP afin de, dans cette séquence très particulière, pouvoir comprendre finement ce qui a affecté le quotidien des personnes en situation de handicap, en particulier dans leur cadre professionnel. Vous l'avez vu, beaucoup d'enquêtes ont été conduites dans cette période sur des segments très diversifiés et nous avons souhaité savoir à l'AGEFIP comment dans cette période la situation des personnes en situation de handicap qui exercent une activité professionnelle ou souhaitent l'exercer ont vécu cette période, l'ont traversée et se projettent dans l'avenir. Cette enquête a évidemment un mérite. Cette consultation doit pouvoir éclairer l'AGEFIP dès maintenant pour adapter son soutien aux personnes en situation de handicap, aux employeurs, mais aussi aux travailleurs indépendants qui sont particulièrement frappés par la situation. Et puis également prendre en considération et éclairer également les acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation, avec en référence et bien évidemment toutes les caractéristiques de la qualification et en particulier les acteurs de l'apprentissage qui sont pour nous au cœur des dispositifs d'accompagnement et de qualification des parcours des personnes en situation de handicap. Nous avons ce matin la possibilité évidemment d'avoir en avant-première les résultats, les premières tendances avec les objectifs que nous poursuivrons de mettre en évidence un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous ou auxquels nous répondons déjà partiellement, d'avoir avec vous un débat sur ce qu'il serait souhaitable de mettre en place pour soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap pendant la crise sanitaire, mais aussi dans la période qui s'amorce devant nous avec ce déconfinement, et puis faire en sorte que ce sujet soit partagé avec les acteurs publics, avec les acteurs de notre écosystème, mais aussi plus largement avec l'ensemble des parties prenantes. Pour nous présenter les résultats ce matin, nous avons la chance de compter parmi nous Frédéric Davy, qui est directeur adjoint de l'IFOP, que je remercie pour sa présence et pour la qualité des travaux qu'il va nous présenter. Et puis, nous avons évidemment le grand plaisir d'accueillir notre présidente, Malika Bouchlibois, qui est également présente depuis ses bureaux, me semble-t-il. Merci à elle d'être présente et d'assurer cette séquence avec nous. Vous signalez également la présence de notre directeur général Didier Sartier, également la présence de Pierre Privat qui
vient de prendre ses fonctions à la GFIP en tant que directeur de la sécurisation des parcours professionnels et que je salue très chaleureusement. Il aura l'occasion, le cas échéant, de répondre à vos questions si vous le souhaitez. Nous allons dans un premier temps écouter la présentation de Frédéric Dabi et puis, Madame la Présidente, je vous laisserai prendre la parole pour nous présenter à la fois les premiers résultats, mais aussi les premiers enjeux ou les premiers constats que vous pouvez formuler. Et puis, vous participant à ce webinaire, vous aurez l'occasion également de poser des questions. Vous l'avez peut-être pratiqué pendant cette période, puisque ce format est de plus en plus usité et c'est une grande chance de pouvoir travailler des interactions entre vous et nous, de pouvoir poser des questions, avoir un temps d'échange avec notre présidente, mais également avec Frédéric Dabi pour pouvoir creuser, approfondir, interroger les résultats qui vous sont présentés. Sans plus tarder, je vais vous passer la parole, Monsieur Dabi, pour cette présentation des premiers résultats de la consultation. Merci, chère Véronique Bustrel. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci à la GFIP d'avoir organisé ce webinaire. Webinaire, c'est peut-être plus joli que webinaire, je préfère ce terme comme vous. Effectivement, je vais vous présenter les principaux et les premiers résultats de cette grande consultation menée par l'IFOP pour la GFIP auprès des personnes en situation de handicap pendant cette période absolument inouïe, hors norme, de confinement et de début de déconfinement lié à la crise du coronavirus. Alors, il ne s'agit pas d'un sondage représentatif où nous savons dès le début combien de personnes vont répondre, 1000 Français, 600 habitants d'une ville, tel ou tel public. C'était une consultation où toutes les personnes concernées avaient la possibilité de répondre. Et quand il s'agit d'une consultation, il y a deux choses qu'il faut voir en premier. D'abord, voilà. D'abord, combien de personnes ont répondu à l'enquête IFOP AGFIP, et vous le voyez, on a un taux de retour particulièrement impressionnant, presque 4500 personnes en situation de handicap ont cliqué sur le questionnaire réalisé par l'IFOP avec l'AGFIP via ces différents moyens, canaux de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est un chiffre particulièrement impressionnant, d'autant plus que vous voyez, le terrain d'enquête a été fait du 7 au 15 mai dernier, donc entre chien et loup, si je puis dire, à la fin du confinement et dans les premiers jours du déconfinement. On a encore des réponses, des personnes qui se connectent. Donc, ce sont des résultats partiels, provisoires, compte tenu de la masse du nombre de répondants. Ils ne bougeront quasiment pas au point près. Donc, on a déjà, premier enseignement, signe de l'intérêt sur cette étude, un taux de retour tout à fait élevé. Deuxième type de choses à regarder quand il s'agit d'une consultation et donc une enquête qui n'est pas contrôlée par une méthode des quotas, c'est le profil des personnes qui ont répondu. Vous voyez, sur 100 personnes, on a un public plus féminin que masculin, issu des catégories générationnelles intermédiaires, 85% de 35-65 ans, peu de personnes âgées, très peu de jeunes, des personnes qui exercent une activité professionnelle, mais un nombre de chômeurs particulièrement important, et c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. On va rentrer malheureusement, compte tenu des conséquences économiques de la crise, dans une période de chômage de masse. Donc, on a une part assez importante de chômeurs et on verra leur regard, notamment sur leur situation professionnelle. Un nombre de salariés du privé très important, quelques indépendants et assez bien répartis en termes de catégories socio-professionnelles, un peu plus de catégories populaires que la moyenne de la population. Alors, on va regarder ensemble les principaux résultats. L'idée que l'IFOP avait eue, que l'AGFIP avait proposé à l'IFOP dans le cadre de cette enquête, c'était de s'inscrire dans une logique de regard croisé, c'est-à-dire comparer des données IFOP menées auprès du grand public à partir d'échantillons représentatifs, des données, des indicateurs sur le confinement, sur le vécu des Français pendant cette période, et le comparer aux réponses de nos différents PSH pour voir éventuellement des éléments de convergence entre l'ensemble des Français et les personnes répondantes à cette étude, et des éléments de décalage, de divergence. C'est, si je puis dire, l'intérêt, un des intérêts majeurs de cette étude, c'est voir si les PSH sont, si je puis dire, des Français comme les autres, ou si nous avons des différences, notamment sur la première partie, qui est une partie sur le vécu du confinement. Je le répète, c'est une période hors norme, inouïe, que la France a connue. Dans les enquêtes de l'IFOP, quelques jours avant l'annonce faite par Emmanuel Macron le 16 mars de confiner le pays, des Français ne s'imaginaient pas être confinés. Ils n'en parlaient quasiment pas, même la semaine précédente, celle du 16 mars. Et
la question du vécu du confinement par rapport par les PSH est, à mon avis, une partie assez intéressante, introductive, avant de parler de la situation professionnelle. Et d'abord, une question, un indicateur central, est-ce que l'on vit bien ou mal le fait d'être confiné à son domicile? On le voit, une majorité de PSH ayant répondu déclarent bien vivre le confinement chez eux, seulement 10% très bien, seulement 10% très mal. Quand on regarde la structure des répondants, le fait de bien vivre le confinement croît avec l'âge, et plus important, de 20 points, de 19 points entre les catégories sociales supérieures, 74%, et les ouvriers, 55%. Une différence de 15 points entre les salariés et les chômeurs. Mais ce qui frappe quand on regarde ces chiffres, alors on a aussi le fait de mal vivre le confinement quand on est atteint d'un handicap mental, psychique, et avoir des troubles autistiques. Mais ce qui frappe, c'est la différence par rapport au grand public. Dans toutes les enquêtes de l'IFOP menées pendant cette période, à part une fois, on a été en gros sur 3/4 des Français qui déclaraient bien vivre le confinement. Là, on n'est que sur 60%. Alors, c'est bien sûr pas un effondrement, c'est pas un décalage très fort, mais 13 points, ce n'est pas rien. Et ce qui est intéressant, est-ce que c'est le logement qui explique le décalage que vivent les PSH par rapport à l'ensemble des Français? Est-ce que son logement est plutôt adapté ou inadapté à la vie en confinement? Clairement, vous le voyez, une très forte majorité des PSH ayant répondu à l'enquête considèrent que leur logement est adapté, 35% tout à fait adapté, mais là, pas de différence majeure, 5 points, c'est peut-être l'épaisseur du trait avec le grand public. Notons quand même que, et là c'est le cas aussi pour l'ensemble des Français dans les enquêtes grand public menées par l'IFOP, la question de la taille du logement est absolument centrale dans le bien vivre, le mal vivre du confinement. Quand on est en agglomération parisienne, un tiers des PSH, c'est à peu près les chiffres qu'on avait auprès de l'ensemble des Français, considèrent que leur logement est plutôt inadapté ou tout à fait inadapté. Mais sur le logement, il n'y a pas des décalages fondamentaux. En revanche, sur l'expérience de différentes situations qui sont liées aux risques psychosociaux, on voit très clairement que le public des PSH a moins bien vécu le confinement. Est-ce qu'on a vécu plus qu'auparavant, moins auparavant, ou autant, toute une série de situations? Et là, il y a 3 situations qui ont été vécues plus qu'auparavant pour une nette majorité de PSH ayant répondu. D'abord, vivre des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété. Ils sont 67% à avoir vécu beaucoup plus qu'auparavant ou un peu plus qu'auparavant. Et ce qui frappe, c'est le décalage extrêmement fort auprès de l'ensemble des Français, où on était à 41%. Ce 67% est plus fort dans les catégories populaires. Pour les personnes issues qui sont atteintes d'un handicap mental, cognitif ou psychique. En dehors de ça, il n'y a pas de différence générationnelle. Pas de différence selon le statut. 65% des PSH salariés déclarent avoir vécu plus qu'auparavant, mais là, il y a un décalage très fort. Même chose et de manière encore plus spectaculaire, le fait d'avoir vécu des épisodes de dépression, les mots ont un sens, ce terme n'est pas anodin, a été vécu par 56%, au moins une fois, des PSH qui ont répondu, 18% beaucoup plus qu'auparavant. Et là, on a vraiment un décalage extrêmement fort, même. On est sur 2 mondes différents, si je puis dire, avec le grand public, où ce score, alors ça avait été posé au début du confinement, ça avait été posé fin mars, début avril. On a peut-être un décalage temporel, mais quand même, un écart de 45 points, ce n'est pas rien. Autre élément, d'avoir une perte de motivation sur le plan professionnel, 55%, ça touche les salariés à 56%, et notamment les salariés travaillant dans des TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 20 salariés. Là aussi, les chiffres sont forts dans une logique d'extrapolation, même s'il s'agit que d'une consultation, ça fait beaucoup de monde. Bon, on a aussi des scores moins importants, mais non négligeables. Souffrir du bruit de votre voisinage, souffrir de la promiscuité ou d'un manque d'intimité, mais ce n'est pas là les chiffres majeurs, c'est plutôt les 3 premiers que je viens de vous présenter. Et tous ceux vécu du confinement plus malaisé que l'ensemble des Français, le fait de vivre plus fortement des risques psychosociaux, c'est lié aussi à une question financière, bien sûr, à une question de fragilisation économique plus forte
du côté des PSH. C'est une question historique que l'IFOP pose depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on s'en sort bien ou mal, facilement ou difficilement avec les revenus de son foyer? Nous n'avons que 38% des PSH qui déclarent s'en sortir facilement avec les revenus de leur foyer, 6% très facilement, 20% très difficilement. Dire qu'on s'en sort très difficilement, ça veut dire quelque chose, avec des indépendants, bien sûr, du fait de l'arrêt de leurs ressources malgré les différents dispositifs mis en place, et des chômeurs où on dépasse les 3 quarts. Là, il y a un décalage relativement net avec le grand public, puisqu'on a presque 10 points de moins sur le fait de s'en sortir facilement avec ses revenus. Chez les salariés, on est à 44%. Très clairement, il y a un décalage, bien sûr, salariés, chômeurs, salariés, indépendants. Alors, ce qui me frappe, au-delà de cette question, qui est un indicateur dans l'absolu, quand on la relie, le fait auprès des personnes, on a posé cette question seulement aux personnes qui déclarent s'en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer, donc 62%, on est sur presque 3000 personnes. La question, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que l'on fait le lien ou il y a un impact sur ces difficultés financières par rapport à l'épidémie de coronavirus? Et là, il y a un impact absolument majeur, majoritaire, 56% considèrent que ces difficultés sont liées à des pertes de revenus. Et ce qui est clair, ce chiffre, c'est le fait que cette question avait été posée début avril par l'IFOP pour une enquête auprès du grand public pour le consortium INSERM-Coconel, et il n'y avait que 32% qui voyaient un lien direct entre difficultés financières et l'épidémie de coronavirus. On sait que les personnes en situation de handicap sont plus touchées par le chômage, ont souvent des niveaux de revenus inférieurs à l'ensemble moyen, au chiffre moyen de l'ensemble des Français. On voit très bien là qu'il y a un effet, si je puis dire, coronavirus particulièrement prégnant. Alors, au-delà de ça, ce qu'on peut conclure sur cette première partie, c'est qu'on a un vécu du confinement plus difficile que l'ensemble des Français, des éléments de fragilisation économique. En revanche, sur la deuxième partie, où on rentre peut-être dans le cœur du sujet, quid du regard, des perceptions, des attentes vis-à-vis de sa situation professionnelle, là, on va voir que les décalages avec l'ensemble des Français sont nettement moins prégnants, sont parfois même relativement marginaux ou insignifiants. D'abord, une question de cadrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a exercé son activité professionnelle? La question a été posée qu'aux actifs. Je rappelle que dans les actifs, les personnes en recherche d'emploi font partie des actifs. Et là, voilà, il n'y a pas des différences fondamentales entre ce que nous disent les PSH qui ont répondu et le comparatif grand public, colonne de droite, auprès de l'ensemble des Français. 29% continuent à travailler à l'extérieur de leur domicile. Ils sont 31% pour l'ensemble des actifs français. Alors, bien sûr, le fait d'être au chômage partiel ou en congé maladie n'est non négligeable, mais n'est pas si différent que l'ensemble des Français. La vraie différence, vous le voyez, nous l'avons tourné en bleu, c'est le fait d'être en télétravail, alors qui résout toute une série de problèmes d'accessibilité. On voit que les PSH ont été plus, les PSH qui travaillaient étaient plus en télétravail que l'ensemble des Français. Mais au-delà de cette différence, on est plutôt sur un tableau relativement similaire entre les PSH et l'ensemble des Français. Alors, une question centrale, est-ce que, toujours auprès de ces actifs, le fait d'être en situation de handicap a été pris en compte par son employeur au moment de déterminer les modalités du confinement, télétravail, présence physique? Comment ça s'est passé? On a des résultats qui sont partagés, mais est-ce que le chiffre est bon ou pas? Ça sera plutôt dans notre débat, notamment la présidente de la GFIP qui pourra rebondir dessus. On a quand même une courte majorité des PSH interrogés qui déclarent que son employeur a pris en compte le fait que l'on était en situation de handicap. 47%, ça n'a pas été pris en compte. On est vraiment sur du 50-50. On voit que ça a été pris en compte et c'est une surprise plutôt dans les petites structures, 1 à 9 salariés, donc la TPE, mais les TPE en France ce n'est pas rien. Vous savez que 94% du tissu entrepreneurial français, ce sont des TPE de 0 à 19 salariés, 57% dans des grosses TPE et dans des petites PME. Ça a été pris moins en compte pour les personnes qui souffraient d'un handicap auditif, plus en compte pour un handicap moteur et 59% pour un handicap visuel. Mais voilà, on a une population relativement partagée.
on verra, enfin, j'attendrai de voir le débat pour comment vous recevez ce chiffre. Est-ce que c'est une surprise heureuse ou est-ce que c'est encore des efforts sur la possibilité de prendre en compte par l'employeur le handicap? Alors, l'aménagement, auprès des personnes qui sont actuellement en télétravail, on a également des résultats relativement partagés. 46%, on est vraiment auprès de cette proportion plus importante que l'ensemble de la moyenne des actifs français qui sont en télétravail. Voilà, presque 1 sur 2, 46%, considèrent que l'entreprise a aménagé ses conditions de travail à son domicile. Le chiffre ne me paraît pas ridicule compte tenu du fait que les entreprises ont dû très rapidement réagir. Je le répète, on ne parlait pas de télétravail, de confinement massif le vendredi 13 mars. Je m'en souviens, c'était à 2 jours des élections municipales. On n'en parlait pas. Le fait qu'1 sur 2 et même 1 sur 3, on considère que ça a été pris en compte dès le début du confinement, est un chiffre qui peut être jugé intéressant. Même chose, mais là on est sur un plus petit échantillon auprès des personnes, auprès des actifs en télétravail qui considèrent que ces conditions de travail n'ont pas été aménagées. Quelle a été l'incidence de cette absence d'aménagement? On est également sur un regard partagé, presque 1 sur 2, 46%. Ça a empêché de poursuivre votre carrière professionnelle. 8%, ce n'est pas rien dans une logique d'extrapolation. Ça a occasionné des difficultés, mais ils ont pu poursuivre l'activité. Donc, ce résultat, comme d'autres, montre l'envie, l'aspiration à l'inclusion des personnes en situation de handicap et notamment l'inclusion par l'emploi. Et une majorité, ça n'a pas occasionné de difficultés importantes. Donc, c'est intéressant de voir à quel point le vécu du confinement a été pour les Français en difficulté et pour les PSH en particulier un accélérateur d'inégalité. Alors, ça fait écho avec la campagne de la GFIP du début de l'année qui s'appelait activateur d'égalité. Là, au contraire, le confinement a accéléré toute une série d'inégalités. Mais sur le plan du travail, il n'y a pas de fracture avec l'ensemble des Français. Même chose plus qualitativement, aux personnes qui travaillent, est-ce qu'on a eu le sentiment, alors c'était un télétravail, mais un téléconfinement, c'était des conditions extrêmement subites, comme on l'a dit, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir mieux ou moins bien travaillé pendant le confinement? Ben voilà, on est vraiment sur un regard des personnes en situation de handicap extrêmement proche de l'ensemble des Français. 38%, on a moins bien travaillé, c'est 4 points de plus que l'ensemble des Français, mieux 12% et une réponse refuge sur le aussi bien qui touche 50%. Une fois de plus, c'est cette logique des personnes en situation de handicap de s'inscrire dans une logique d'inclusion, pas de différence selon les catégories des PSH comme le grand public qui ont fait avec et qui ont plutôt aussi bien, voire mieux travaillé. Si on additionne les 2 réponses positives à hauteur de 70%, c'est 66% auprès de l'ensemble des Français. Et même, ce que je trouve tout à fait frappant, est-ce que pendant cette période, on a eu plus de facilité pour se concentrer? Est-ce qu'on a été plus productif? Eh bien, les réponses positives sont supérieures du côté des PSH par rapport à l'ensemble des Français. 52% ont eu plus de facilité à se concentrer, notamment ceux qui étaient en télétravail. 51% jugent avoir été plus productive. Alors, sur le télétravail, c'est peut-être, oui, on le disait, une meilleure maîtrise des arcanes du télétravail par les PSH qui souvent ne sont plus que la moyenne pour résoudre des problèmes d'accessibilité notamment. Alors, là, questions qui sont posées aux demandeurs d'emploi. Je rappelle qu'on en a beaucoup dans notre échantillon, plus que la moyenne de l'ensemble des Français, bien sûr. Quel a été l'impact de ce confinement sur toute une série de projets? 40% ont été concernés par le report ou l'annulation d'une formation. Ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. On voit que les PSH en logique d'insertion, comme l'ensemble des Français, comme les chômeurs issus du grand public, ont été impactés par la France qui s'est refermée. 18% d'interruption d'un contrat court, 16% l'interruption d'une mission de travail temporaire. Pas de différence particulière s'agissant des PSH, des chômeurs, des PSH en demande d'emploi par rapport à d'autres types de profils. Alors, justement,
clairement, dans les enquêtes que l'IFOP mène, l'ensemble des Français ont intériorisé une inquiétude, une anxiété économique. L'idée que la France va connaître un chômage de masse est largement intériorisée. Dans l'indicateur hebdomadaire IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio, on a une inquiétude sur les conséquences économiques de la crise, notamment le chômage de masse, qui est supérieure à l'inquiétude sanitaire. Et bien sûr, sans surprise, quand on demande aux demandeurs d'emploi PSH, est-ce qu'ils sont optimistes ou pessimistes quant à la possibilité de retrouver un emploi? Un tiers seulement, ce n'est pas si mauvais compte tenu du contexte que connaît le pays. On est à 29% d'optimisme ou pessimisme général du côté des Français en pensant à l'avenir, donc on est relativement proche, sont optimistes. 68% sont pessimistes, dont 27% tout à fait pessimistes, notamment les PSH demandeurs d'emploi issus des catégories populaires et ceux qui sont relativement âgés. On voit très bien, hein, exactement comme pour l'ensemble des Français, des actifs français, avec la question de l'insertion, de la réinsertion, de la possibilité de trouver un emploi dans la période qui va s'ouvrir, où on va fermer la période qui a été augurée fin 2016 de baisse continue du chômage vers un chômage de masse. Bien sûr, auprès de ces populations relativement fragilisées, ça va bien sûr et malheureusement changer la donne. Alors, sur les modalités d'exercice professionnel, on aurait dû peut-être mettre cette diapositive avant celle sur le pessimisme, mais voilà, elle donne des éléments plutôt encourageants. Bien sûr, les pouvoirs publics ont annoncé une sortie progressive du confinement. Quelles modalités d'exercice préfère-t-on? Là aussi, on a des PSH qui sont très proches de l'ensemble des Français. C'est une enquête IFOP pour le JDD et Sud Radio qui a été publiée le 10 mai. Donc vraiment, on était en plein dans notre terrain d'enquête. L'idée de retourner sur son lieu de travail touche 43 et concerne 43% des personnes en télétravail ou en chômage partiel. Auprès du grand public, c'était 38%. Continuer son télétravail est majoritaire à 57%, avec retourner en partie sur son lieu de travail et en partie travailler de chez soi ou rester tous les jours en télétravail. On est à 28% auprès des PSH, on est à 30% auprès de l'ensemble des Français. Là aussi, on a vraiment des nuances extrêmement ténues. Alors, c'est intéressant, ces résultats, comme pour l'ensemble des Français et pour les PSH que nous avons interrogés avec la GFIP. Il y a un petit décalage avec tout le discours médiatique sur le paradis du télétravail. On voit très bien dans beaucoup d'enquêtes qui ont été faites avant le confinement que le télétravail limité et souhaité par une partie importante du salariat français, qu'il n'est plus vu comme de la glande ou comme du tir au flanc, si je puis dire, par les dirigeants d'entreprise. Cette vision passiste est complètement estompée, mais on voit très bien que le télétravail fait que les salariés sont en moyenne plus sujets au stress, à l'isolement. Donc voilà, le télétravail total, le basculement vers la fin du bureau physique ou la fin de la présence physique à l'entreprise, voilà, ne concerne qu'un gros quart des PSH et 30% des actifs français. Alors, justement, sur le retour dans le cadre de son entreprise, le retour sur différents acteurs, est-ce qu'on a confiance ou pas dans ces acteurs pour protéger au sein de l'entreprise, dans le cadre de la reprise du travail contre le coronavirus? On a des taux de confiance qui sont relativement satisfaisants. Avec d'abord symboliquement le fait que l'employeur soit plutôt bien perçu en termes de potentiel de confiance, avec 32% tout à fait confiance et un total confiance qui touche 8 PSH actifs, PSH sur 10. Les services de santé ont aussi un bon score. Les salariés eux-mêmes, alors peut-être une méfiance un peu plus forte chez les PSH, on a 8 points de décalage par rapport à l'ensemble des Français. Notons quand même que l'employeur devance les syndicats, mais les syndicats sont quand même cités par une majorité de PSH. Il n'y a que sur les pouvoirs publics que la défiance qu'on voit dans toutes nos enquêtes, où voilà, il y a quand même une dissociation dans les enquêtes que fait l'IFOP auprès de l'ensemble des Français entre un exécutif qui bénéficie d'un effet d'union nationale, d'un effet de drapeau et qui est plutôt bien perçu, et une gestion au jour le jour de la crise très sévère de la part des Français, 53% seulement de confiance pour le pouvoir public, et encore plus fort chez les PSH à 46%. Alors, dernière question, je ne sais pas si je suis dans les temps, Véronique, pour ouvrir peut-être le débat. Oui, très bien, encore quelques minutes. Parfait. C'est la dernière question. Voilà, bon, bien Bien. sûr, je citais cette enquête IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio sur l'avenir qui est propice à l'inquiétude des Français dans cette période entre chien et loup du déconfinement avant l'échéance du 2 juin, avec des inquiétudes sur les conséquences économiques de la crise. Voilà, quand on interroge les PSH, sans surprise, oui, cette inquiétude
et là, d'attraper le Covid, 71%. On a quand même un décalage entre la crainte toujours forte d'attraper cette maladie et le fait que les médias répètent qu'il y a de moins en moins d'hospitalisations, de moins en moins de personnes malades et décédées. Il y a une crainte aussi de voir ces conditions de travail se dégrader à 70%, d'être davantage isolés. Et là, ça touche les personnes qui ont été longtemps en télétravail. Et bien sûr, perdre son emploi, c'est quand même pas rien auprès des actifs que nous avons interrogés, concerne une personne sur deux. Alors, on n'a pas posé cette question comme ça auprès du grand public. Le chiffre aurait été peut-être moins fort, mais en tout cas, 54%, 29% tout à fait inquiets, notamment les 35-49 ans, donc les actifs de génération intermédiaire chez les PSH, 61% chez les ouvriers, et une différence sur la taille de l'entreprise, ça monte à 56% auprès des TPE de 1 à 9 salariés, ça descend auprès des grands groupes à 46%. C'est très majoritaire dans le domaine du commerce et dans le domaine des services. Voilà, on a quand même, pour finir sur une note un peu inquiétante, mais c'est cette période hors norme qui veut ça, une projection dans l'avenir des PSH sur notamment la dimension professionnelle, assez malaisée, assez inquiète, ce qui nuance un peu ce regard qui était assez conforme avec le grand public sur l'activité professionnelle. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. J'ai dû aller un petit peu vite vu le temps qui m'était imparti. Ces résultats ne bougeront quasiment pas, même si nous continuons à recevoir des réponses des PSH qui sont connectés sur les canaux de l'AGFIP. Et sans trahir de secret, cette enquête sera renouvelée plus tard pour voir s'il y a des éléments, notamment sur le vécu du déconfinement et notamment sur l'insertion professionnelle. Je vous remercie. Merci Frédéric pour ces résultats passionnants. Effectivement, on le voit dans le cycle de conversation, beaucoup d'échos, de retours, et effectivement, on découvre ces grands résultats, ces grandes tendances. Je vais maintenant passer la parole à Malika Vichouya. Malika, vous êtes présidente de l'AGFIP, vous êtes issue du collège patronal et vous avez été désignée par le MEDEF il y a maintenant près de 2 ans pour nous représenter. Et je voulais savoir ce que vous reteniez ce matin de cette première présentation en avant-première de ces résultats de cette consultation IFOP-AGFIP. Je vous cède la parole. Merci Véronique, mesdames et messieurs, bonjour, merci pour votre présence. Présentation très intéressante de monsieur Dabi et très dynamique. Ce que je retiens surtout, plus de 4400 personnes qui ont répondu en fait à cette enquête en 8 jours, hein, c'est énorme et c'est très intéressant, qui nous permet effectivement de tirer ou de pouvoir effectivement orienter certains éléments. Le ressenti est très important. Il y a 2 points qui ont attiré mon attention. Pendant la période de confinement, il y a le monde du travail, il y a aussi mon ressenti à titre personnel par rapport à ce confinement. Dans le monde du travail, on voit que les personnes en situation de handicap ont le même ressenti que les personnes ordinaires. Ils se sentent bien, ils sont en capacité de travailler. Ce qui rend effectivement le discours que l'AGFIP véhicule depuis plusieurs années sur l'inclusion, c'est possible. Et c'est possible, effectivement, même en période de crise, la capacité d'adaptation des personnes en situation de handicap est tout à fait faisable et c'est possible et c'est une réalité. Ce qui est assez intéressant aussi, Monsieur Dabi l'a dit aussi tout à l'heure, par rapport aux entreprises, les TPE, donc en particulier, ont joué le jeu malgré le contexte difficile où on souhaite effectivement réagir rapidement. Donc les aménagements de postes ont été effectivement assurés, y compris à domicile, ce qui est assez en fait important et qui nous permettent effectivement de réfléchir un peu plus effectivement sur les aménagements de postes au sein des structures professionnelles, certes, mais aussi chez soi. Il y a par contre un critère différenciant, j'en ai noté 2 pour ma part. Le premier, c'est le vécu. À titre personnel, comment j'ai vécu le confinement. On voit effectivement un aspect d'angoisse, ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux, qui sont un peu plus soulignés sur ce fait pour les personnes en situation de handicap. Je tiens à rappeler effectivement que le conseil d'administration de l'AGFIP a souhaité, dans les mesures d'urgence, mettre en place une cellule d'écoute. On sentait effectivement ce besoin d'accompagnement qui remontait et qui se confirme avec cette enquête. 73% des répondants, des personnes en situation de handicap, ont mal vécu le confinement.
Et ça, peu importe donc la typologie de l'handicap, c'est assez important de le prendre en compte pour assurer un effort d'accompagnement. Et on voit que l'accompagnement est nécessaire, donc, et surtout, y compris dans le monde du travail. Et une situation inédite comme celle-ci peut être effectivement dévastatrice. Donc, il faut être assez sensible là-dessus. Autre point différenciant que j'ai pu noter, c'est surtout en fait la fragilité sur l'aspect financier, donc le pouvoir d'achat. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Vous l'avez souligné, Monsieur Dabi, tout à l'heure aussi. Donc 56% des personnes en situation de handicap estiment que leur perte de revenus est due principalement au Covid. Donc c'est une fragilisation assez importante qu'il faut prendre en compte. On sait très bien que le critère économique, c'est un critère qui permet malheureusement et qui renforce l'exclusion et la fragilité. Il faut être assez attentif là-dessus. Globalement, ce qu'on voit et surtout la conclusion, c'est assez importante. Et cette étude, elle a été aussi mandatée et on l'a fait aussi dans un esprit de long terme. Comment on pourra effectivement réagir post-confinement, post-crise. Et on voit effectivement que globalement, les personnes donc, en situation de handicap comme le grand public sont assez inquiets par rapport à l'avenir. Et c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie ensemble pour être assez attentif sur les mesures qu'on doit prendre pour, d'une part, assurer une égalité des chances, et pour aussi donc favoriser le maintien dans l'emploi. Et sur ce point, donc, à titre, on va dire, à titre de court terme, le Conseil de la GIFIP a validé récemment donc, la conduite des mesures d'urgence jusqu'au 30 juin, mais il faut aller au-delà et le maintien dans l'emploi de 1 million de personnes, c'est une question cruciale, d'autant plus que les personnes en situation de handicap sont dans la plupart des cas et majoritairement employées dans les petites structures. Et donc on voit, comme vous l'avez dit, Monsieur David, il y a une fragilisation de ce tissu économique, donc il faut être extrêmement vigilant pour les soutenir, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier aussi les personnes en situation de handicap qui sont à la recherche d'emploi. Et malheureusement, ce contexte donc inédit va creuser en fait cette inégalité. Il faut qu'on soit vigilant pour assurer une égalité donc, des chances et pour inclure les personnes en situation de handicap. Voilà globalement, Véronique, ce que je peux vous dire en synthèse. Merci beaucoup, Présidente, pour cet éclairage des principaux enseignements que vous retenez. Ce que je vais vous proposer désormais, c'est que vous puissiez participer à un échange, et j'ai vu beaucoup de questions dans le question-réponse qui portent notamment sur l'étude, et Frédéric pourra éclairer un certain nombre de nos participants sur les questions qui sont posées. Je vous invite à utiliser, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le bouton questions-réponses Q&R pour réagir et poser vos questions. Il vous est également possible de prendre la parole. Signalez-vous à partir de la petite main bleue que vous pouvez retrouver dans le petit module participant pour pouvoir éventuellement interagir et participer dans le chat. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions extrêmement précises pour que l'on puisse vous éclairer. Ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est peut-être, Frédéric, si vous avez la possibilité de répondre à l'une des questions que je viens de voir, puisqu'il y a une des questions qui a été posée par Ruben Indre concernant en fait, les données disponibles, avec des données, le niveau de grain d'informations dont on dispose sur le niveau de diplôme, par exemple, et la possibilité de croiser les informations par typologie de handicap. Ah oui, mais là, c'est la richesse, Véronique, d'une consultation, c'est qu'on est sur un échantillon extrêmement large. Et la présidente a bien fait de le redire. 4500 personnes sur à peine 7 jours sur une consultation, j'ai très rarement vu ça. Donc 4500 personnes, ça permet d'avoir des résultats globaux comme vous l'avez vu sur le document que je vous ai présenté. J'ai fait quelques références à des populations, ouvriers, cadres supérieurs, salariés, non salariés, génération, mais c'est vrai qu'on peut aussi aller encore plus loin sur telle ou telle population, notamment les différences géographiques. Là, on est en cours d'exploitation.
consultation et avec l'accord de la GFI, bien sûr, ça ne lui aura aucun problème pour donner tel ou tel regard sur des critères particuliers. Sachant que quand je regarde cette étude, les résultats sont chauds puisque nous avons terminé la consultation le 15 ou le 16, c'était à peine il y a 3 jours. On a quand même, bien sûr, un critère de CSP, c'est déjà un critère travail, ne travaille pas, est salarié ou est au chômage. Les indépendants, alors, ils ne sont que 13% à avoir répondu, mais on a quand même, ça fait un tout échantillon de 500 personnes, ça fait quand même un échantillon extrêmement solide. On voit une fragilisation plus forte, mais je trouve que voilà, le principal critère, c'est moins la taille de l'entreprise, même si j'ai montré quelques nuances, que le fait d'être, je dirais, en inclusion professionnelle, avoir un emploi que être en recherche. La génération, par exemple, ne joue pas énormément. D'accord. Merci beaucoup pour ce premier éclairage, Frédéric. Je vous propose de donner la parole à Dominique Dupaty, qui a posé plusieurs questions dans le question-réponse, en particulier sur les sujets d'aménagement. Dominique, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon, alors c'est parfait, merci bien. En tout cas, vraiment, merci à la GFIP d'avoir initié cette étude qui nous donne, je pense, pas mal de billes pour justement le après, vous savez, dont on parle. Vraiment, c'est une initiative que j'apprécie beaucoup en tant qu'administrateur de la GFIP à la CPME. Et comme je vous disais tout à l'heure par écrit, je suis également vice-présidente en charge de l'inclusion à la CPME. Donc, moi, je voulais juste avoir une petite question qui me semble importante. On dit, slide 14, que certains salariés ont été bien accompagnés par leur manager ou par le directeur de l'entreprise. Est-ce qu'on sait comment ils les ont accompagnés? Parce que, pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que je pense que la GFIP a fait beaucoup en proposant les 10 mesures qui concernent le confinement. Est-ce que ces managers se sont aussi appuyés sur ces 10 mesures? Moi, j'ai entendu dire que les 10 mesures de la GFIP avaient été largement partagées par les TPE-PME qui se sont appuyés sur cet outil. Et donc, je voulais en témoigner. Mais est-ce qu'on sait justement si ces mesures-là ont été reprises par les managers des personnes en situation de handicap? Je propose éventuellement à Pierre Privat. Pierre, tu te sens de répondre à cette question extrêmement pointue sur la mobilisation des aides par les employeurs dans cette séquence? En tout cas, je peux m'y risquer. En tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a présenté effectivement des mesures exceptionnelles pour la période de confinement et qu'elles avaient pour effectivement vocation notamment, si je prends l'exemple, à permettre la mise en place, à gérer les situations de télétravail. On voit très clairement, alors il est un peu tôt parce qu'en fait les dossiers nous arrivent au fur et à mesure, mais on voit clairement une montée en puissance de ce type de demande. Et ce que je trouve intéressant, mais ce qui a déjà été souligné, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que ces mesures qui initialement s'inscrivaient dans une logique de confinement vont trouver toute leur place dans une logique d'accompagnement du déconfinement. C'est pour ça que le conseil d'administration de la GFIP a notamment acté leur prolongation jusqu'au 30 septembre. En ce qui concerne effectivement de manière plus pratique l'accompagnement par les employeurs des salariés, il est, pour être très honnête, difficile d'en avoir une vision extrêmement précise. Ceci dit, ce qu'on est en train de travailler également, c'est finalement de mettre en place des démarches très proactives vers certaines cibles. Je pense notamment aux apprentis, mais on est en train d'y travailler aussi sur le champ du maintien dans l'emploi, pour s'assurer effectivement que les situations pour les salariés ou les apprentis sont stabilisées au regard des nouvelles conditions de travail et des nouvelles conditions de formation. Ça, c'est particulièrement en pensant aux apprentis. Donc, on voit que l'expression des demandes qui nous arrivent semble montrer la préoccupation sur le sujet, mais on peut largement, c'est aussi en filigrane dans l'étude, on voit qu'il y a eu des actions très proactives des employeurs en direction
des personnes en situation de handicap, mais on considère qu'il est pertinent d'aller au-delà et probablement d'être encore plus proactif pour s'assurer que tout va bien voilà, pour certaines cibles, et notamment, je maintiens, les salariés et les apprentis. Merci Pierre pour cette réponse très construite. Présidente, est-ce que vous souhaitez éventuellement répondre également à une question qui nous est posée par un de nos participants qui s'interroge sur le fait que 47% des employeurs n'ont pas pris en compte le handicap et qui nous interroge, vous interroge même directement en demandant ce que Madame Bouchiwa pense de ce chiffre de 47%. Il s'agit de Guillaume Bernard, journaliste à Sans Transition Magazine. Merci, bien sûr. Effectivement, je souhaite répondre. Donc, il n'y a pas de… Évidemment, on ne peut pas se glorifier d'un non-aménagement de poste, mais néanmoins, il faut aussi rappeler le contexte. Donc, les entreprises devaient réagir rapidement. Monsieur Dabi aussi a signalé le fait que les Français… avant le 16 mars, personne ne s'attendait à un confinement, donc les entreprises du jour au lendemain, il fallait qu'elles s'adaptent. Et je trouve effectivement que l'adaptation qui a été faite par les employeurs est assez satisfaisante dans un contexte d'incertitude, dans un contexte où il faut effectivement réagir le jour. Néanmoins, effectivement, donc, ce qui est important, c'est qu'on souhaite évoluer en fait ce chiffre, on ne peut pas se satisfaire de peu. Donc, c'est bien, mais il faut progresser et c'est la progression qui nous intéressera. Il nous appartient aussi à nous, en tant qu'AGFIP, un conseil d'administration, d'être agile, donc pour proposer aussi et d'accompagner donc les employeurs pour qu'ils puissent assurer un aménagement complet pour les 46% restants. Merci, Présidente. J'ai une demande de prise de parole de Monsieur Crispil, je ne suis pas sûre, ou Crispel. Je ne suis pas sûre de la façon de dire. Désolée par avance. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis référent pour la CFTC et donc, on a beaucoup de questions en fait sur le fauteuil ergonomique. Donc, les gens nous disent, est-ce qu'on doit nous payer un deuxième fauteuil ou on peut faire ramener le fauteuil? Voilà ma question. On a énormément de questions là-dessus avec les fauteuils ergonomiques et le télétravail. Merci. Merci. Je vais proposer à Pierre de répondre à ce sujet qui était effectivement un sujet qui nous a beaucoup interrogés et qui répond aussi à quelques messages qu'il y a dans le question-réponse sur télétravail, travail à distance, aménagement de poste. Pierre, à toi la parole. Oui. Alors, très prosaïquement, la réponse est oui. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand on a vécu la période de confinement, finalement, tout le monde a été obligé de se replier chez soi de manière pas forcément très structurée. On a toutes les entreprises ont dû subir cette situation-là. Donc, finalement, et la mesure d'aide au télétravail, alors c'est vrai je pense qu'il va falloir qu'on distingue, comme ça a été judicieusement souligné dans les questions, la différence de télétravail et effectivement de travail à distance, qui sont d'ailleurs, je crois que l'État travaille un peu sur cette différenciation-là. Mais en tout cas, l'aide exceptionnelle au télétravail, c'était finalement une aide de gestion de crise qui n'avait pas pour vocation à compenser le handicap dans l'absolu, mais de permettre aux entreprises de faire face à la mise en place de situations de télétravail ou de travail à distance pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, ce qu'on voit dans le cadre de la sortie du déconfinement progressif, et probablement pour une période encore assez longue, c'est que la valeur travail à distance va rester une valeur importante, puisque malheureusement, même si on n'a pas de lisibilité, on voit que ça reste en tout cas dans les préconisations fortes du gouvernement que d'encourager et de continuer dans cette voie. Donc, j'ai envie de dire, on va passer maintenant à la deuxième étape, et on commence déjà à avoir les premières demandes qui nous arrivent, qui sont de dire, au-delà de l'aide au télétravail, qui a finalement pour vocation à payer un ordinateur, par exemple, ou un écran, on va arriver à la question de l'adaptation des situations de travail au domicile de la personne, puisque le domicile de la personne va devenir finalement un de ces nouveaux lieux de manière durable. Après, pérenne, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas de manière durable. Donc, on va commencer à avoir des sollicitations sur l'adaptation des situations de travail au domicile de la personne, puisqu'effectivement, les personnes ne sont pas forcément parties avec le matériel dont elles étaient équipées au bureau. Donc, il faudra qu'on trouve la bonne pesée au regard du caractère
plus ou moins pérenne de la situation, mais on commence déjà dès à présent à intervenir sur cette compensation du handicap dans le cadre du poste de travail à distance. Il y a un autre point qui me semble intéressant un peu dans cette discussion-là à souligner, c'est qu'on arrive aussi à la prise en charge de certains éléments qui sont complètement induits par la reprise d'activité. Si je prends une illustration évidente, par exemple, on voit bien que pour certaines personnes de type déficience auditive ou même troubles du neurodéveloppement, l'utilisation de masques telle qu'elle est conseillée va devenir problématique. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des solutions qui se mettent en place, notamment des masques transparents, mais qui vont représenter, par exemple, un surcoût pour l'entreprise. Et ce surcoût-là, on sera fondé à le prendre en charge. Donc, en fait, on est en train et il va falloir qu'on réinterprète progressivement toute une série de situations qui, finalement, étaient complètement stabilisées dans le cadre du monde d'avant, dans le cadre classique de travail, et qui sont remis en déséquilibre par le contexte actuel, qui fait que le travail se fait beaucoup à distance. Et donc, il faut qu'on ait une capacité à gérer cette nouvelle situation de manière à ce qu'il n'y ait pas de désinsertion liée notamment à des problèmes d'aptitude. Merci Pierre pour cette question. Je vais vous proposer de passer la parole à Pascal Anglade qui a une question intéressante sur notamment les sujets liés à l'apprentissage. Monsieur Anglade, à vous la parole. Oui. Est-ce qu'en fait, vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc oui, là, une question qui fait suite à une dépêche AFP qui est tombée, qui est en fait tombée ce matin sur une crainte de plus en plus prégnante sur la baisse significative d'entrée de nouveaux alternants ou de nouveaux apprentis, donc dès le mois en fait de septembre de cette année, et en particulier sur les TPE-PME qui, comme en fait vous l'avez indiqué, représentent le vivier le plus proactif quant à l'inclusion de ces en fait, apprentis, et en particulier des personnes en situation de handicap. Donc là, est-ce que nous ne devrions pas avoir une action beaucoup plus fine et prégnante sur cette incapacité que vont avoir les entreprises liées en fait à leur impossibilité de reprendre les formations, de reprendre en fait les apprentis, puisque plus en fait de budget, et comment aussi aider en fait les apprentis alternants en fait PSH à pouvoir trouver en fait des stages, des contrats dans cette nouvelle dans ce en fait nouveau monde qu'on nous annonce à grand écho. Merci. Merci. Pierre, souhaites-tu, ou présidente, comme vous voulez, sur l'apprentissage? Pierre? Avec plaisir. Je pense que la présidente voudrait ajouter un mot, peut-être Je vais présidente d'abord et puis Pierre ensuite. Je proposais exactement que ce soit dans cet ordre-là. Je vous en prie, présidente. Je vous en prie. Effectivement, monsieur Anglade, votre question est assez intéressante et surtout en lien par rapport au thème donc, de l'enquête sur les perspectives. Donc, sur les perspectives, il faut qu'on assure un soutien à l'emploi et il faut qu'on assure effectivement une favorisation de l'inclusion et le soutien à l'apprentissage, c'est aussi une mesure donc, essentielle qu'on doit effectivement examiner et que c'est une alternative effectivement que l'AGFIP devra concrétiser dans les prochains jours. Pierre, je vous laisse donc effectivement apporter un éclairage plus précis. Alors, ce qui me semble important, et ce qu'on voit bien, c'est que l'AGFIP et son conseil d'administration se sont très nettement saisis du sujet de l'apprentissage.
qui effectivement est finalement avec 3 zones de risque. Les conditions de travail et de formation ont changé. Et évidemment, ça peut poser des questions pour d'adaptation pour les personnes en situation de handicap. Mais également, il y a aussi la réforme de l'apprentissage et ses développements spécifiques sur le champ des personnes des PSH qui arrivent. Donc, finalement, l'ambition de la GFIP, elle est d'apporter un soutien qui va avoir 2 formes. Le premier, ça va être effectivement déjà de sécuriser les parcours des apprentis actuels. C'est le premier niveau. Pour mieux revenir ensuite sur la question des nouveaux contrats, mais en tout cas, les personnes en situation de handicap font des apprentissages qui durent 1, 2, 3, 4, qui peuvent aller jusqu'à 4 années. Et donc, il faut déjà qu'on s'assure que ces situations-là sont sécurisées. Donc là-dessus, la GFIP a pris finalement 2 grandes dispositions. La première, c'est qu'on va mettre en place une aide financière pour aider les entreprises de moins de 250 salariés qui doivent faire face à des problèmes économiques pour qu'elles conservent leurs apprentis handicapés. Et on va essayer, un peu dans le prolongement de ce que je vous expliquais précédemment, d'avoir une action très proactive pour l'ensemble des apprentis handicapés actuellement en apprentissage, pour déjà s'assurer que tout va bien du point de vue de l'adaptation pédagogique ou de l'adaptation de la situation de travail. Donc ça, c'est la partie le bloc sécurisation des parcours qui est proposé par la GFIP. Et le deuxième volet, comme vous le soulignez fort judicieusement, M. Anglade, c'est effectivement comment on fait en sorte que ce ne soit pas une catastrophe pour la rentrée et pour les nouveaux contrats. Donc là-dessus, pareil, décision très forte du conseil d'administration de la GFIP qui est de mettre en place, d'augmenter de manière significative son aide incitative à la conclusion de contrats d'apprentissage. Et par rebond, on va aussi le faire pour les contrats de professionnalisation. Et donc là, c'est bien pour développer et être encore plus incitatif pour les employeurs pour qu'ils reprennent des apprentis en situation de handicap. Et puis, le deuxième volet, j'ai envie de dire, de sécurisation, il va être dans tout l'accompagnement qu'on va proposer et qu'on va conduire avec l'État sur la nouvelle réforme de l'apprentissage, en systématiquement s'assurant que les besoins de compensation sont bien sécurisés et pris en charge. Il y a un troisième niveau sur lequel on va devoir aussi s'atteler, c'est effectivement sur la promotion et le sourcing et l'identification d'employeurs. Et ça, c'est encore un sujet sur lequel on doit faire des propositions. Mais on est vraiment sur une ambition très forte pour que justement, il n'y ait pas une dégradation, voire même qu'il n'y ait pas une dégradation très préjudiciable sur le champ de l'alternance au sens large et de l'apprentissage au sens particulier du terme. Merci, merci Pierre pour cette réponse. Je propose de donner la parole pour la dernière question de cette séquence, puisque nous nous étions engagés sur 1 heure d'échange et de débat avec vous, et nous arrivons bientôt au terme de cette période, de donner la parole à Foriblan Bakoula, qui a une question très importante dans cette séquence qui nous est posée. Monsieur ou Madame Bakoula, je suis désolée, je ne sais pas. Vous nous entendez? Vous avez la parole. Ah. Bon. Je vais lire votre question, puisque manifestement, on a un petit souci de partage de parole. Alors, la question que vous posiez est la suivante. Au regard des données de l'enquête IFOP à GFIP, j'ajouterai, que prévoit la GFIP pour l'après en termes de levier, au-delà des aides, pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, des jeunes en situation de handicap, au regard de la crise économique durable qui se profile? Merci. Je vais proposer à Didier Sartier de prendre la parole sur ce sujet pour nous indiquer un petit peu les grandes lignes stratégiques sur lesquelles il est engagé. Bonjour à tous, merci à tous les intervenants et merci pour l'ensemble de vos questions. Comme Pierre Privat vous l'a dit et la présidente aussi, nous avons commencé par nous mobiliser avec 10 mesures. Nous ajoutons aujourd'hui des
des mesures complémentaires concernant l'apprentissage. Et je crois que ce qu'a présenté Pierre Privat en matière d'apprentissage, les réflexions doivent se poursuivre sur les autres domaines, en particulier en matière de maintien. Et nous travaillons en ce moment même avec les Cap Emploi et Keops pour pouvoir proposer des mesures complémentaires à l'État notamment pour renforcer les capacités des entreprises à maintenir leurs salariés handicapés en leur sein. Nous sommes aussi en travail important sur le sujet du rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi avec nos partenaires, avec le FIP, qui a d'ailleurs pris des mesures assez proches des nôtres dans un certain nombre de domaines pour assurer le rapprochement entre le Cap Emploi et Pôle Emploi qui est prévu. Et plus globalement, il nous semble important de mobiliser l'ensemble des partenaires et les entreprises à la réflexion sur justement les mesures à mettre en place dans les mois à venir pour assurer finalement que les personnes handicapées soient pleinement prises en compte et ne souffrent pas plus que les autres ou soient particulièrement privilégiées dans la période à venir en matière d'emploi, en matière de maintien dans l'emploi, en matière de formation. S'il y a peut-être deux mots importants, c'est formation et maintien dans l'emploi. Et à nouveau, nous sommes dans une logique de mobilisation de l'ensemble de l'écosystème, des entreprises, pour réfléchir justement à bien inclure les personnes et à mettre en place des mesures pour bien inclure les personnes dans les mois à venir au sein des entreprises et en formation notamment. Merci Didier pour cette précision et effectivement l'importance des chantiers qui sont devant nous. Je vais vous proposer peut-être quand même une dernière question de Christophe Roth qui s'interroge sur l'enquête, la consultation et ses suites, me semble-t-il. Christophe, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. Bien. Merci pour ce travail de première enquête, je dirais, mené par la GFIP et IFOP. C'est un travail qui, je dirais, pose des premières pierres. Plusieurs points sont à souligner. Tout d'abord, ce contexte exceptionnel va enclencher, bien sûr, des nouvelles compensations impératives de certains types de handicaps liés à ce qu'on peut appeler le travail à distance, puisque le télétravail n'est pas la bonne formule, étant donné que le télétravail, c'est quelque chose de négocié, de concerté et d'encadré, alors que là, la crise nous a, je dirais, déportés vers un travail à distance. Et les conséquences sur le handicap psychique, cognitif, mental seront probablement aussi des nouvelles charges à étudier en termes de compensation et d'aménagement des postes de travail. Vous avez donc indiqué que c'était une première étude, une première consultation, on va dire à chaud. Est-ce que, en termes de calendrier, vous savez quand la prochaine étude sera faite et quels seront éventuellement les impacts financiers de cette nouvelle vie professionnelle au regard de son contexte particulier et atypique, exceptionnel? Merci à vous. Merci Christophe pour cette question. Je pense que sur la dernière partie, je ne m'aventurerai pas à répondre dans l'immédiat. Je pense que ça demande effectivement sûrement un travail approfondi, comme le soulignait Didier Sartier à l'instant, à la fois avec une appréhension globale finalement des impacts de la crise. Frédéric Dabi le soulignait tout à l'heure. L'intériorisation par beaucoup des conséquences prévisibles ou envisagées ou envisageables de la crise font que nous-mêmes, on doit aussi apprendre en marchant dans cette partie assez exceptionnelle de nos vies collectives et individuelles, et que forcément on aura encore un champ d'exploration à couvrir. Pour répondre au premier volet de votre question, la GFIP a souhaité lancer cette consultation d'envergure lors de cette séquence et souhaite en faire une dimension barométrique pour que, à étapes et avec l'IFOP, nous puissions au mois de juin puis au mois de septembre avoir une analyse approfondie de à la fois l'évolution de la situation des personnes et puis l'évolution de leurs projections dans l'avenir, parce que ce sont des indicateurs et des éléments d'enseignement qui seront fort utiles pour la suite de nos travaux, pour alimenter les réflexions dont parlait la présidente Madame Bouchliwa et dont parlait notre directeur général Didier Sartier, et effectivement viendront alimenter les travaux des différentes directions métiers de la GFIP, la direction
pilotée par Pierre Privat, la mienne sur l'innovation, l'évaluation et la stratégie, et puis celle pilotée par Hugues Defoy sur la mobilisation du monde économique et social. Vous le voyez, toutes les forces de la GFIP sont mobilisées en région et au national pour travailler sur ce sujet. Je vais maintenant clore cette séquence et vous remercier pour votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui présents du monde associatif, en particulier du Conseil national consultatif des personnes handicapées que je n'ai pas cité d'emblée, mais que je souhaitais souligner en fin de séquence. Également souligner la participation de nombreux partenaires sociaux, et ils sont résolument indispensables dans cette séquence pour accompagner les parcours des personnes handicapées. Vous signalez également que ce webinaire est disponible désormais sur la chaîne YouTube de la GFIP et que l'enquête sera disponible sur le site AGFIP. C'était une demande particulière et je pense que par sa richesse, elle sera indispensable pour creuser et les utiliser dans vos organisations, dans la nôtre. Et je vous invite bien évidemment à vous rendre sur le site de la GFIP pour regarder cette enquête, mais également à consulter notre nouvelle page de témoignages qui vient interagir avec les personnes en situation de handicap et les interroge sur leur vécu avec des prises de parole extrêmement intéressantes que vous pouvez retrouver sur activateurdeprogrès.fr où vous avez la possibilité à la fois, y compris dans votre environnement, si vous avez des personnes qui sont intéressées pour témoigner, de pouvoir porter votre témoignage pour continuer à éclairer avec des verbatims, avec des situations de vécu, ces situations. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Dabi pour cette présentation extrêmement éclairante et ce travail de coopération qui est vraiment riche pour nous tous. Merci Présidente pour votre disponibilité malgré votre charge de travail et la situation qui n'est pas simple non plus pour vous. Et merci beaucoup à Didier Sartier et à Pierre Privat qui sont brillamment intervenus dans cette séquence. Merci à Christelle Hamon pour avoir participé à la mise en place de ce sujet et à notre chère Marie Porche qui est derrière tout ça un petit peu et qui vient toujours en appui de manière très utile et formidable. Et je pense que nous aurons d'autres séquences de ce type prochainement. Merci à vous, bonne journée, à bientôt, au revoir.